Bonjour et bienvenue pour la 5e émission du Grand Rebond. La raréfaction des ressources nous pousse à penser autrement, à trouver de nouvelles solutions et à aborder la question des ressources sous un autre angle. L'innovation frugale est une des démarches qui peut nous aider à relever ce challenge. C'est Ravi Nadjou qui a théorisé l'économie frugale et qui m'a dit si tu cherches des experts en France pour évoquer l'innovation frugale, c'est du côté d'Explolab qu'il faut aller voir parce qu'ils savent de quoi ils parlent et ils sont dans le concret. C'est donc ce que nous allons faire dans un instant avec Daniel Jasmin, cofondateur d'Explolab. Puis nous poursuivrons l'échange avec Jacques Huybrecht, fondateur du Parlement des entrepreneurs d'avenir. J'en profite pour vous signaler que Ravi Nadjou a publié en 2019 un nouvel ouvrage qui s'intitule Le Guide de l'innovation frugale, après plusieurs autres livres, dont notamment le best-seller sorti en 2012, qui s'appelle Jugad Innovation. Jugad, qui est un mot hindi et qui peut se traduire comme l'art de concevoir des solutions ingénieuses, donc en cherchant à faire plus avec moins dans des conditions difficiles. L'innovation prend alors de nouvelles dimensions et le simple fait qu'une solution marche prend le pas sur la performance technique. C'est dans cet état d'esprit résolument pragmatique et optimiste que nous retrouvons sans plus attendre Daniel pour entrer dans le vif du sujet. Bonjour Daniel. Bonjour Mickaël. Ravi de te retrouver pour évoquer ce sujet majeur qui est celui de modifier la notion de ressources dans les modèles de développement des entreprises. D'ailleurs, il me semble que tu as contribué à l'ouvrage de référence Le Guide de l'innovation frugale écrit par Ravi Nadjou, que tu connais depuis une vingtaine d'années maintenant. Je vais te présenter en quelques mots. Tu as un parcours d'entrepreneur et de responsable d'innovation dans des grands groupes. Et c'est en 2006 que tu as lancé Explolab avec ton associé Jérôme Serre, avec comme mission d'aider les grands groupes à lancer des services innovants à la façon des entrepreneurs, c'est-à-dire en mode agile, start-up, avec moins de ressources, le moins de ressources possible et le plus rapidement possible, ce qui requiert finalement beaucoup d'ingéniosité. Et tu as accompagné des entreprises dans tous les domaines d'activité, du transport à la banque, en passant par les télécommunications, les sociétés de services. Et comme vous avez la passion de l'entrepreneuriat, vous avez aussi créé une dizaine d'incubateurs qui a permis au total à plus de 300 projets innovants d'atteindre leur marché. Et en parallèle, vous avez lancé à peu près 11 startups, dont 4 ont déjà été revendus. Et ce qui t'anime, enfin, c'est de chercher le meilleur moyen à partir des ressources disponibles pour augmenter l'impact et la valeur créée. Alors, est-ce que c'est cette recherche constante d'alternatives finalement qui t'amène à voir les contraintes comme de formidables opportunités? Et est-ce que la crise sanitaire de 2020 est pour toi presque un terrain de jeu optimiste et positif plus qu'une contrainte? Donc merci Mickaël de m'accueillir dans cette émission du Grand Rebond, parce qu'effectivement, en période normale, les entreprises n'ont aucune raison de prendre le risque de changer leur façon de faire. Alors, toute alternative qui provient, qui présente une promesse de gain ou de consommation de moins de ressources, va présenter un risque nouveau. Et comme les entreprises sont des systèmes complexes et qu'il y a des incidences à cette alternative, la plupart du temps, les entreprises regardent en disant non, ça nous coûte même trop cher rien que d'étudier l'opportunité de mettre en place cette alternative. Quand on arrive en période de crise, alors ces crises sont multiples. Actuellement, on traverse une crise sanitaire, mais la crise, ça peut être un nouveau concurrent qui rentre sur un marché, ça peut être une contrainte économique qui pousse l'entreprise à couper des activités qu'elle a auparavant. On arrive à un moment où l'entreprise n'a plus le choix. Elle est obligée de faire face finalement à essayer de trouver une équation qui lui permet de continuer à développer les produits qu'elle a, etc., tout en ayant moins de ressources pour le faire, donc des ressources des fois économiques ou des ressources des matières premières ou des choses qui sont nécessaires à sa production. Donc là, les entreprises et les équipes, surtout qui sont à l'intérieur, vont remettre à plat finalement l'objectif qu'elles souhaitent atteindre, et par rapport à cet objectif, vont essayer de chercher de façon ingénieuse une façon
de parvenir à cet objectif avec le contexte qu'elles ont, donc les ressources qu'elles ont à disposition. C'est vraiment ça le concept de l'innovation frugale. C'est j'ai un environnement qui est finalement qui a moins de ressources que prévu normalement, et je vais devoir par ingéniosité trouver une façon de contourner la contrainte, et que cette contrainte devienne finalement une opportunité de développer autrement. Donc on se rend compte quand elles font cet exercice, qui est un peu une renaissance pour elles, elles vont développer souvent des choses qui sont mieux, c'est-à-dire qu'ils vont être moins consommateurs de ressources et qui vont avoir plus d'impact par rapport à l'énergie et la ressource investie. Navi l'a décrit un peu partout dans le monde, c'est ce qu'on appelle le JUGAD, on appelle l'innovation frugale, on appelle ça système D en France, ou tout simplement le bon sens. Mais il n'y a qu'à ces moments de crise et de contrainte que l'entreprise se met en capacité de se transformer. C'est un peu un prétexte, et c'est pour ça que nous, on s'appuie beaucoup sur ces prétextes. On n'est pas réjoui de la crise en tant que telle, et c'est souvent un prétexte de transformation profonde sur lequel les entreprises peuvent se raccrocher. Alors, je profite de ce passage, et c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce qu'on a une actualité, quand on regarde les fils d'actualité, qui n'est pas très positive. On a l'impression que tout va mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des périodes où justement il est possible de transformer. Donc, tous les jeunes qui vont rentrer sur le marché, ou les dirigeants qui font face à des situations finalement complexes, ou même les responsables innovation qui voient leur budget restreint pour faire, c'est vraiment des opportunités pour vous de montrer votre talent, d'essayer de prouver qu'avec le contexte actuel, vous êtes capable de réinventer, de repenser des systèmes finalement plus pérennes et plus durables. Merci Daniel. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer de manière pratique comment les entreprises peuvent se développer en allouant ingénieusement les ressources différemment et surtout en améliorant leur impact? Alors, effectivement, on a vu qu'on a besoin du prétexte, parce que si on n'a pas le prétexte, on n'est pas capable de faire bouger les équipes, puisque le risque est important. Mais ça ne suffit pas, ce prétexte. Il y a une deuxième chose qui est importante au niveau de la direction de l'entreprise, c'est qu'il faut, au-delà de dire aux équipes, allez, vous allez devoir faire moins, avec moins de ressources, mais avec exactement le même objectif, il faut qu'elles soient prêtes à changer les niveaux de risque de l'entreprise. Parce que si l'entreprise continue avec le même niveau de contraintes et les mêmes objectifs à devoir faire la même chose, c'est une solution qui est… Enfin, il n'y a pas de solution à l'équation. Donc, il va falloir que l'entreprise, la direction de l'entreprise, accepte et incite les collaborateurs finalement à changer les échelles de risque, à réévaluer des fois ce qui peut être de la surqualité dans certains domaines, etc. Et donc à inciter l'ensemble des collaborateurs à s'autoriser à faire autrement. La dernière composante qui est importante dans cette équation, c'est ce qu'on appelle l'acteur du changement ou l'intrapreneur. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'entreprise, il y ait quelqu'un qui s'investisse, ça peut être une ou plusieurs personnes, et qui porte vraiment cet objectif de transformation. Alors souvent, vous les reconnaissez dans les entreprises parce que c'est des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de vouloir augmenter l'impact de ce que l'entreprise est en train de produire. Et donc, ces personnes doivent être à la fois investies, en même temps portées, accompagnées par la direction pour leur permettre, je dirais, d'autoriser, de remettre en question ce que l'entreprise a pu faire depuis des décennies par rapport à ça. Donc ça c'est vraiment le cadre qui permet de faire. Et donc, derrière ce cadre, effectivement, c'est un ensemble d'incitatifs qui peut passer par des objectifs avec des parts variables, donc des réorganisations des objectifs des collaborateurs. Ça peut passer par des incitatifs auprès de fournisseurs. Et donc, il faut vraiment que tout le monde soit objectivé par rapport à cette nouvelle direction qu'on veut donner à l'entreprise. Et donc, ça demande de prendre tous ces risques-là pour être mis en place. Dans la démarche de création de valeur et notamment de production, il y a évidemment une grande part qui concerne l'interne, mais qu'en est-il de l'externe, c'est-à-dire les partenaires et surtout les fournisseurs? Oui, Mickaël, vraiment, tu mets le doigt sur le nerf de la guerre. Le plus important dans cette transformation, si on veut être capable de produire avec moins de ressources, plus durablement, avoir un impact plus important, il faut qu'on change la commande, c'est-à-dire la façon dont l'entreprise achète
commande à ses fournisseurs ce qu'elle souhaite réaliser. Alors, pour bien comprendre, cette commande, elle est régie par 3 critères. Donc, ça fait comme un triangle. Il y a d'un côté les coûts. Donc, on va essayer de faire à moindre coût. Et donc, c'est un premier axe. Le deuxième axe, c'est la qualité. Donc, dans la qualité, il y a beaucoup de choses, hein, y compris la qualité environnementale de ce qu'on produit. Et en fin de compte, le dernier axe, c'est les délais. On va essayer de produire dans un délai plus court. Donc, ça forme une sorte de triangle. Souvent, ce triangle, il est assez rigide dans une entreprise parce que, quelque part, on veut s'assurer, des fois, même en surqualité, que la qualité tiendra même plus longtemps que le besoin de l'usage. On veut toujours faire dans des délais les plus compressés possibles et avec les coûts les plus bas possibles. Et quand on serre ce triangle, le problème, c'est qu'en face de ça, si vous prenez un peu la métaphore des jeux d'enfants, là, on essaie de faire rentrer des cubes et des cylindres dans des formes. Le problème, c'est qu'une innovation ou une alternative qui veut rentrer dans ce système-là, elle ne rentre pas. Parce que vous avez juste une forme triangle et en face, vous avez un cylindre qui essaye de rentrer. Alors, j'ai essayé à plusieurs reprises, hein, c'est impossible de le faire rentrer. La seule façon d'y arriver, c'est de modifier et de rendre quelque part plus souple cette forme de triangle. Alors, comment on fait ça? Donc là, on va rentrer dans les achats. Donc, on appelait ça les achats innovants. Et on a pratiqué ça en particulier depuis 4 ans sur ce merveilleux projet qui est le projet de la Société du Grand Paris. Donc, c'est le plus grand projet d'infrastructure du siècle. Et un projet à fort impact, hein, puisque c'est un ouvrage qui va durer plus de 100 ans, hein, donc qui va avoir un fort impact et qui va être présent longtemps. Et quand on a regardé finalement le cadre des achats, en discutant justement avec les fournisseurs, on s'est dit il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ces fournisseurs, y compris des grandes entreprises françaises déployées à travers le monde, un ensemble d'innovations à fort impact, et souvent, certaines de ces innovations ne rentraient pas justement au travers du triangle qui était construit, qui était le triangle des achats. Donc, on l'a réinterrogé et on a essayé de se dire comment on peut lui donner une souplesse, puisque finalement, si le triangle est très fermé, la seule chose qui peut rentrer, c'est des solutions complètement éprouvées. Donc, vous passez à côté d'optimisation ou de perspectives d'expérimentation que vous pourriez faire rentrer dans votre ouvrage. Et donc, pour le faire rentrer, la première chose qu'on a faite, et ça, je pense que c'est vraiment réplicable dans tous les domaines, c'est de transformer les cahiers des charges qui étaient produits par la Société du Grand Paris, mais c'est le cas de beaucoup de cahiers des charges, en cahiers des charges performantiels. C'est-à-dire que vous avez des cahiers des charges d'un côté où vous êtes très prescriptif, vous dites à l'entreprise, je veux ça, 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 ça et ça. Et de l'autre côté, on a essayé de faire que ces cahiers des charges deviennent plus performantiels. C'est-à-dire qu'on dit finalement, il y a un objectif qu'on souhaite atteindre de performance énergétique, environnementale, économique. Et par rapport à ça, vous avez toute liberté pour trouver le chemin pour atteindre cet objectif-là. Alors, ça paraît trivial hein, comme ça, mais c'est pas simple parce que quand on connaît bien son métier, on a envie de prescrire exactement ce dont on a besoin. Et souvent, finalement, on ferme le cahier des charges et en fermant ce cahier des charges, on interdit à ces innovations, à ces optimisations, ces alternatives de rentrer. Donc ça, c'est un premier point pour nous qui est fondamental. Le deuxième point qui est important, c'est le système de notation. C'est très scolaire, hein, un processus d'achat. Finalement, on demande des choses, on met des poids sur chaque partie de la demande. Et scolairement, une entreprise va lire la copie et dire bon bah tiens, ils demandent ça, ils ont mis un point important, donc ça veut dire que ça c'est important pour eux, et donc ils vont consacrer un investissement plus important sur là où il y a le plus de poids. Donc le problème c'est comment on fait pour faire rentrer des alternatives donc pas forcément connues au départ, et comment on fait pour leur donner du poids pour pas que ce soit une option dans ce système-là. Donc on a créé pour ça
quelque chose qui est nouveau hein, finalement sur le marché. On a créé un mémoire innovation qui compte pour 5 à 10% de la note. Donc, vous imaginez, vous avez une infrastructure à créer ou ça pourrait être sur n'importe quel autre projet. Donc, vous avez votre système de notation, coût, qualité, délai comme les autres, et puis vous réservez 5 à 10% de la note sur des alternatives qui permettent de remettre en question et d'apporter des gains supplémentaires qui n'avaient pas été pensés dans le cadre initial au programme. Et donc, on a conçu ce programme. Ça, c'était donc avant de lancer le marché. On a lancé le marché comme ça. Et pendant la consultation, on a créé un parcours dédié au traitement de ces alternatives. Pourquoi ? Parce que il ne fallait pas que les entreprises creusent des centaines de pistes dans toutes les directions, alors que certaines pistes étaient vraiment complètement contraires au cadre réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'était vraiment pas capable de les intégrer. Et donc, on a eu un dialogue très tôt avec les entreprises sur les pistes qu'elles souhaitaient creuser, et ça a permis de les orienter vers des pistes qui étaient à plus fort potentiel et sur lesquelles ça valait vraiment le coup qu'elles investissent. Donc ça, c'est vraiment cette partie du process qui a été importante. Pendant ce process, ce qui est important, et là je reviens au point que j'ai mentionné tout à l'heure par rapport à la direction, c'est que ça oblige à faire des arbitrages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une entreprise vient remettre en question des choix qui ont pu être pris par l'entreprise au départ, ou même des choix, des fois même réglementaires, sur lesquels on se dit, tiens, d'autres pays utilisent d'autres réglementations, finalement, est-ce qu'on ne peut pas les remettre en question ? Donc, ça a été le cas, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, du béton fibré. Donc, alors, je suis désolé, on va rentrer dans la technique, je sais que personne n'a forcément une expertise approfondie dans ce domaine, à part peut-être certains qui sont dans ce secteur. Mais normalement, quand on construit un ouvrage, donc là, vous imaginez 200 km de tunnel, donc ça fait 200 km de béton qui vont être coulés. On le fait en France, la pratique, puisqu'on n'avait pas construit de métro souterrain depuis 100 ans, en tout cas sur l'île de France. La pratique, c'était d'utiliser du béton armé, donc avec des fibres métalliques à l'intérieur du béton sur 200 km. Donc, dans le monde, il existe d'autres ouvrages d'infrastructures du même type qui sont faits avec un béton fibré. Mais comme notre réglementation et les règles de maintenance qui étaient autour de ça dataient finalement de 100 ans de l'ancien métro, on était calé sur un béton armé. Donc des entreprises, grâce à ce processus de prime à innovation, sont venues proposer un béton fibré. De l'autre côté, on a étudié avec les partenaires ce type de béton, on a fait des tests, on a fait des études, on a fait tous les tests nécessaires, et on a décidé d'accepter la mise en place du béton fibré. Donc, ça vous paraît peut-être rien sur un truc, mais on est en train de parler de 200 km de métal qui circule, plus un impact CO2 très important, parce que c'est un béton qui est moins consommateur en CO2 pour être produit. Et enfin, un impact coût important, puisque c'est quelque chose qui a été répliqué sur l'ensemble des marchés, on doit être aux alentours de plusieurs dizaines de millions d'euros qui ont été économisés par ces dispositifs. Donc, c'est vraiment dans cette mécanique, quelque part, de commande, qu'on arrive à porter des impacts qui peuvent avoir des impacts à la fois économiques en faisant finalement mieux avec moins de ressources. Le dernier point qu'on est en train de traiter, parce que là, on est au début de cette partie-là, c'est une fois que le marché est conclu. Parce qu'une fois que le fournisseur a conclu son marché, son objectif, c'est de sécuriser la marge. Vous voyez, souvent, il a fait des efforts pour pouvoir être compétitif sur sa proposition, et il veut sécuriser sa marge dans l'exécution de son marché. Donc là, ce qu'on est en train d'introduire, c'est un mécanisme qui va permettre de co-investir avec l'entreprise en cours d'exécution, une fois que le marché est passé, sur des alternatives qui présenteraient un gain avec une mécanique de répartition de la valeur créée entre l'entreprise et la société qui pilote ce marché. Ça, c'est effectivement un premier modèle qu'on développe. Le deuxième modèle, c'est permettre à l'entreprise, en cours d'exécution, de remettre en question les choix de spécification qui ont été faits initialement. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise a commencé son marché, elle le connaît dans le détail,
Et donc là, elle peut plus facilement identifier des pistes pour faire mieux. Et si on ne permet pas ces mécanismes incitatifs pour le faire, elle risque de se tenir à ce qu'elle a pris dans son cahier des charges parce que c'est son engagement contractuel. Et donc, c'est les risques qu'elle a pris et c'est la marge qu'elle a fait. Donc, pour moi, effectivement, et pour la conviction qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vraiment dans la commande et dans la façon de commander qu'on est capable de porter l'impact. Et le fait de mettre ce poids à l'innovation, finalement, derrière, ça implique que les fournisseurs et les filières correspondantes valorisent l'innovation. Donc, ça ne devient plus quelque chose qui est, je dirais, accessoire ou un outil de communication. Ça devient quelque chose qui permet de gagner des marchés et qui permet quelque part de durablement sur des filières de faire naître des alternatives et qu'elles deviennent pérennes dans la durée. Alors merci Daniel pour ces explications. On comprend bien le potentiel et la puissance que ça peut représenter vis-à-vis d'une démarche achat au sein des grands groupes. Mais la question que l'on peut se poser, c'est pour les PME qui vont plutôt être dans la position de fournisseur dans ce schéma, la lourdeur, le risque de complexité pour une PME de répondre à des appels d'offres, à des commandes avec ce processus. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les coûts finalement supplémentaires pour une PME? Aujourd'hui, la PME, son intérêt, c'est de dialoguer très tôt avec son commanditaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, de consultation préalable, d'AMI qui sont mis en place. Et l'objectif de ces dialogues initial, c'est qu'il faut que tous les porteurs d'innovation, donc en particulier PME, ETI, etc., s'assurent déjà auprès des entreprises que les marchés permettent à leurs innovations de se mettre en place. Parce que la plupart du temps, les marchés sont conçus de telle façon que quelque chose qui est très alternatif ne rentre pas dans le moule. Donc ça, c'est un premier rôle important. Donc je sais que c'est un investissement de prendre ce temps de dialogue en amont, de répondre aux AMI ou de participer aux consultations préalables. Mais c'est fondamental parce qu'il faut qu'elles viennent justement exposer les performances qu'elles sont capables d'obtenir sans forcément dévoiler leur secret de fabrication, mais en disant, ben voilà, je peux avoir ces performances-là, mais il faut que votre cahier des charges autorise ces performances à être mises en place. Donc, la deuxième chose, c'est effectivement pour les PME ETI qui sont porteurs d'innovation, le fait qu'on mette un poids dans la note finale important à ces alternatives, ça permet de rentabiliser l'investissement qu'elles vont porter pour répondre au marché. Donc, il faut qu'elles s'assurent quelque part du poids qui va être attribué à ces alternatives-là. Et une fois que le poids est là, ça veut dire qu'elles représentent, l'investissement qu'elles vont porter va être justifié par rapport à la réponse qui va être apportée. Donc, pour moi, il n'y a pas, il y a effectivement un investissement de recherche d'alternatives qui est présent, mais s'il est présent et s'il est récompensé dans les notes attribuées pour le valoriser, je dirais l'entreprise s'y retrouve puisque ça lui permet d'accéder directement à des marchés importants et des commandes importantes. Le point, souvent les PME, ETI, start-up ou autres, etc., on leur ouvre des chemins qui sont des chemins de proof of concept, de démonstrateur. Quand on se rend compte, souvent c'est nécessaire pour arriver à éprouver des concepts qui sont très naissants. Mais là, c'est un chemin qui peut parfois être un chemin d'investissement long, puisque si le processus achat, in fine, le jour où on passe à l'échelle, on a ce triangle qui empêche à ces innovations de se mettre en place, finalement, elles peuvent se retrouver toute leur vie à faire des POC et des démonstrateurs, ce qui est un investissement long, sans pouvoir rentrer dans le processus achat. Donc pour nous, c'est plus la commande va être prête et plus le marché sera prêt à accueillir ces alternatives, plus ce sera rentable pour des PME et ETI et startups d'y participer. Alors, puisqu'on évoque la collaboration entre les grands groupes et les PME, ETI et startups, si on veut aller un cran plus loin dans cette collaboration,
Est-ce que la perspective de créer ce qu'on appelle parfois des spin-offs ou des joint ventures est un modèle d'avenir qui peut contribuer à aller dans cet assouplissement du processus d'innovation? Alors oui, oui, Michael, je pense qu'il y a quelque part un énorme potentiel qu'on est en train d'adresser actuellement, qui repose sur le constat suivant. Une entreprise, une grande entreprise, a quelque part une connaissance métier, a des clients et a un réseau qui lui permet d'être exposé à des opportunités qui sont souvent soit éloignées de leur cœur de métier, soit qu'elles n'ont pas la capacité à adresser parce que ça leur obligerait à mobiliser des ressources clés de leur entreprise. De l'autre côté, on a des entrepreneurs comme nous, d'autres entrepreneurs, qui ont un état d'esprit et une capacité à venir entreprendre ces opportunités. Donc, on a créé un programme qui s'appelle Entreprendre avec l'Explolab, qui fait justement l'union de ces deux éléments-là. C'est-à-dire qu'il prend d'un côté toute la puissance de l'entreprise et sa capacité à détecter, à bien identifier une opportunité à potentiel, et qu'ajoute à ça, finalement, l'état d'esprit d'entrepreneurs qui vont être capables de prendre cette alternative et de le développer sous forme d'une nouvelle activité avec la potentialité de générer des nouvelles recettes pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment une façon d'exploiter des ressources qui sont aujourd'hui non exploitées par l'entreprise. Alors, on l'a fait pendant ces 3 dernières années avec la Société du Grand Paris. On avait identifié un besoin qui est donc derrière un service qui s'appelle Météo des chantiers. Donc, le besoin était très simple. C'est lorsqu'on met en place un chantier, ça fait du bruit. Donc, tous les riverains qui écoutent cette vidéo comprendront ce que je veux dire. Et le problème de ce bruit, c'est que on ne peut pas le changer complètement. On peut essayer d'atténuer. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits par rapport à la nuisance. Par contre, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est que ce bruit, on sait de façon prévisionnelle mentionner le bruit qu'il y aura à terme. Et donc, on a développé une application mobile et sur ordinateur qui permet d'avoir les nuisances prévisionnelles du bruit autour d'un chantier et également d'avoir avec un système c'est une méduse comme ça avec trois micros, de pouvoir avec une caméra voir d'où vient le bruit. Parce que des fois, il y a des nuisances sonores qui proviennent d'autre part que le chantier. Et donc, ça permet de le regarder. Et cet outil à destination des collectivités et des riverains, ça permet d'être transparent sur ce qui va se dérouler dans le temps et de permettre également d'avoir un dialogue qui se met en place. Donc ça, on l'a développé et déployé sur une vingtaine de chantiers du Grand Paris, redéployé auprès d'autres clients RATP, SNCF. Donc, c'est nous qui avons porté ce développement commercial. Et on l'a revendu l'année dernière à la société Bouygues, qui l'a réintégré dans son développement et qui est en train de le porter sur d'autres développements. Donc, ce mécanisme quelque part d'association pour créer une nouvelle activité, de développement de cette activité, puis de revente avec un partage des recettes avec l'entreprise, c'est un nouveau mécanisme quelque part de création de recettes additionnelles pour l'entreprise avec cette association, avec des entrepreneurs qui vont penser qu'au développement et donc qui peuvent se consacrer à ça. Merci Daniel d'avoir partagé avec nous ton expertise et tes expériences en la matière. Je te propose de poursuivre notre échange avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Quelques mots pour te présenter rapidement. Tu es un entrepreneur engagé. Après avoir cofondé et présidé pendant 30 ans la Cité de la Réussite, tu as cofondé et tu diriges aujourd'hui les entrepreneurs d'avenir. C'est en 2009 que la crise financière t'a incité à créer le Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui est une communauté d'entrepreneurs et d'acteurs publics et d'acteurs sociaux d'ailleurs, engagés dans un progrès économique, sociétal et soutenable. Vous avez d'ailleurs fêté les 10 ans
du Parlement qui s'est tenue à l'OCDE en janvier, donc juste avant la crise sanitaire. Donc ça vous a permis d'avoir une belle manifestation en présentiel sous le thème « Humanisons le progrès ». Et ce large réseau qui rassemble maintenant à peu près 800 décideurs appartenant à tous les secteurs d'activité et répartis sur tout le territoire sont des acteurs qui souhaitent engager et promouvoir leur organisation vers un modèle qui conjugue progrès économique, social et environnemental. Alors, tu es avec nous depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que les propos de Daniel t'ont inspiré ? Oui, d'abord, merci de m'avoir invité. Donc, j'ai bien entendu les propos de Daniel et d'abord, je suis content de découvrir son travail parce qu'il est essentiel et je pense qu'effectivement, c'est une brique essentielle à une évolution économique majeure, mais qu'il va falloir peut-être regarder d'un tout petit peu plus haut. Je suis désolé, Daniel, ce n'est pas pour minimiser le travail d'accompagnement que vous pouvez faire sur cette économie frugale, donc la nécessité de faire mieux avec moins et avec moins d'énergie et de matière. Mais je pense que le grand défi, le grand enjeu, et c'est pour ça que je me suis mobilisé depuis 10 ans et qu'on va continuer à se mobiliser dans les 5 ans et 10 ans, c'est de voir le sujet de très haut, de très très haut. C'est-à-dire que je pense qu'il faut changer de modèle. Voilà, donc on va être un tout petit peu plus exigeant et que, par exemple, on peut se poser la question du chantier du Grand Paris, mais je vais même assez loin, était-il vraiment nécessaire? Bon, est-ce qu'on a besoin d'un chantier aussi vaste? Je crois que Daniel a dit, a parlé du plus grand chantier du moment et de tous les temps. Est-ce qu'on a besoin de ça pour vivre dans des limites qui nous sont maintenant présentées par la nature, par le vivant, par la planète, comme indépassables si on veut continuer à vivre à peu près correctement sur cette planète. Et on sait déjà qu'on ne pourra plus vivre comme on a vécu ces 100 dernières années. Donc moi je dis que, et c'est le propos d'entrepreneur d'avenir, c'est dire qu'on est entrepreneur d'avenir, on est dirigeant engagé à partir du moment où on prend cette hauteur et qu'on se dit que son entreprise et son organisation va être au service de quelque chose qui nous dépasse, qui est un petit peu plus grand que notre bas de bilan, qui est la régénération de systèmes que nous avons, que notre progrès a défait de manière assez dramatique et drastique. Voilà. Tout ça pour dire que, et revenir sur les propos de Daniel, c'est de dire que oui, et c'est très très bien d'encourager et les donneurs d'ordre et les entreprises à être dans des limites, dans des économies, mais je pense que le gap est beaucoup plus important que ce qu'on peut aujourd'hui proposer ou dire à des organisations. Si on revient sur les achats, par exemple, je suis absolument d'accord que c'est un enjeu majeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 50 à 60% du chiffre d'affaires d'une entreprise, quelle que soit sa taille, représente les achats. Donc on voit bien qu'il y a un effet de levier considérable. Mais alors, moi, je vois autour de moi beaucoup de PME, notamment, qui sont totalement, j'allais dire insensibles, mais ce n'est pas de leur fait, c'est parce que c'est comme ça, totalement insensibles à la nécessité d'acheter responsable. Quand je dis acheter responsable, c'est acheter très responsable. Donc, parce que bien évidemment, c'est les donneurs d'ordre qui donnent des ordres à la PME qui elles-mêmes achètent. Donc, c'est processus d'emboîtement. Donc, je pense qu'il y a un travail monumental. Il y a à peu près, je crois, 50%, c'est une étude de l'Obsa, hein, c'est récent de 2019, l'Observatoire des achats responsables, que 50% des entreprises qui aujourd'hui se disent sensibilisées aux achats responsables. Donc, il y a un énorme travail sur le monde économique pour à la fois montrer qu'un modèle nouveau est à promouvoir et à la fois il y a des techniques, il y a des modes d'avancée et de progrès. Il y a une norme, hein, ISO 20400 aujourd'hui, qui existe et qui permet de structurer son travail d'achat responsable. Et je pense qu'il faut encourager les entreprises. Alors, je ne suis pas très encouragement en général à arriver vers les normes, mais enfin, la norme ISO 9001, elle a permis à toute entreprise d'aller sur la qualité. Après tout, ISO 26000 ou ISO 20400, qui sont des normes plutôt engagées RSE, pourquoi on ne les généralise pas et pourquoi on n'essaie pas de les développer de manière majeure et considérable. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est très clair, mais je pense que toute entreprise et tout projet doit être pris de haut en se disant est-ce qu'on est dans les limites, dans les bonnes limites aujourd'hui planétaires, et est-ce qu'on peut rentrer dedans et comment on fait pour rentrer dedans. Je voudrais juste, parce qu'on a parlé de la ressource, et puis c'est un enjeu majeur,
la théorie Jugade et de la théorie Frugale. Si on prend, je vous donne un seul exemple, une tonne d'engrais azoté, ça vaut à peu près 1 000 euros, avec une TVA qui est réduite. Alors qu'on sait à peu près aujourd'hui que le coût sociétal de cet engrais, il est de 50 000 euros pour la société. Alors, sur cet engrais, sur cette ressource, il y a une taxe limitée. Or, c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est qu'il faut surtaxer. Donc, on ne sortira pas de ces problématiques de ressources, d'économie de ressources, si on ne donne pas un vrai prix au carbone, à la pollution, à des intrants chimiques. Et ça va être ça, les vraies révolutions. Changer de cadre, prendre de la hauteur, taxer ce qui pollue, et puis on va voir des mécanismes vertueux se mettre en place, des grandes entreprises et des PME. Et des donneurs d'ordre, parce que bien évidemment, le donneur d'ordre public, dans le cas du Grand Paris, on a beaucoup parlé du Grand Paris, c'est plutôt des donneurs d'ordre publics qui ont une responsabilité majeure de définir des commandes qui soient conformes aux objectifs que notre État, la France, que les accords de Paris, que le monde entier est en train, a priori, de valider. En tout cas, on croise les doigts, une partie du monde, notamment occidental, est en train de s'aligner petit à petit vers des trajectoires beaucoup plus positives qu'il y a quelques années. Voilà, pardon, j'étais un petit peu long peut-être, bon, mais je voulais recadrer ça. Donc, voilà. Et 2 questions qui sont liées, mais enfin qui sont quand même un petit peu différentes. La première, c'est que je pense qu'il faut, si on veut engager une vraie révolution Jugade, une vraie révolution de la frugalité, je pense qu'il faut que les dirigeants, les entrepreneurs, enfin ceux qui pilotent les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, soient non seulement sensibilisés, mais formés à ça. Donc ma première question, c'est est-ce que tu penses que nous sommes à l'ère d'une évolution dans la formation initiale des futurs managers et dirigeants, donc là je parle des business schools, des ingénieurs, etc., ceux qui vont diriger des boîtes demain, et comment on pourrait aller vers une formation, j'ai envie de dire, continue, de ceux qui sont en place, de ceux qui sont déjà à la tête des entreprises, pour les amener à changer de logiciel et à concevoir leurs produits, leur production, comme vertueuse au sens de l'économie d'énergie et de ressources. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, est-ce que tu penses que le cadre financier, c'est-à-dire est-ce que la finance, puisque tu as été multi-entrepreneur, tu as acheté ou vendu des entreprises, est-ce qu'il n'y a pas un effet de levier majeur du côté de la finance, c'est-à-dire du côté des fonds, des entreprises qui achètent ou rachètent ou investissent? Est-ce qu'il n'y a pas un signal financier à donner au marché sur ces enjeux-là? C'est de dire, ben moi, je suis fonds d'investissement, j'ai acheté l'entreprise lambda qui va produire pour le Grand Paris. Je voudrais que dans le rapport que j'attends, le rapport extra-financier que j'attends de l'entreprise que j'ai acheté ou que j'ai co-acheté, il y ait des critères de progrès écologique et humain beaucoup plus forts, beaucoup plus clairs et beaucoup plus impactants. Merci Jacques. Puis, je partage la vision, la vision du changement de société et l'implication qu'on a besoin d'avoir à haut niveau, au niveau des entreprises et au niveau des fournisseurs. Donc, la conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que tout le monde doit agir à tous les niveaux. On ne peut pas reposer seulement sur le fait de se dire on va attendre que soit le mouvement politique bouge ou soit on récupère une impulsion de l'Europe ou autre part pour commencer à œuvrer, parce que les décisions qui sont prises, y compris dans les achats, vont impacter les 10 prochaines années. Et une fois que les choses seront posées, les dettes carbone, les dettes sur l'environnement seront présentes. Donc, pour moi, alors nous, on ne travaille pas sur cette partie lobbying politique, hein, c'est pas notre domaine, mais il y a plein de gens qui œuvrent sur ce secteur-là. Nous, on travaille vraiment sur cette couche qui est autour de l'entreprise et de sa réalisation. Et je pense que déjà, dans les commandes et dans les marchés qui passent, il y a déjà des choses à faire aujourd'hui et qu'on peut faire dans l'environnement. Bien sûr qu'ils ne suffiront pas, il va falloir faire d'autres choses et ça va évoluer, mais déjà donner la capacité à une entreprise d'intégrer l'alternative et de le gérer, c'est important. Donc, pour répondre à tes questions par rapport aux dirigeants, alors, bon, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que de notre génération, sans faire les discours de personnes très âgées, etc., mais
dans notre génération, en fin de compte, la partie environnementale était optionnelle. C'était un must-have. On se disait, bon, ben voilà, je fais mon ouvrage, et puis je me rajoute un truc, ce serait bien que je sois, pour l'environnement, que je fasse un truc qui soit bien, etc., que je puisse communiquer, etc. Et donc, actuellement, nous, on le voit dans pas mal d'entreprises qu'on a accompagnées, il y a une prise de conscience qui est en train de germer sur ces questions-là pour faire que ça devienne quelque chose d'essentiel et fondamental. Donc là, je reparlais toujours dans les poids des achats. Si on lit quelque part dans le détail le système de notation d'une entreprise, on arrive à voir exactement son état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle consacre, qu'est-ce qu'elle investit dans ces valeurs-là, qu'est-ce que ça représente pour elle. Donc, c'est en train de bouger. C'est pas si simple de dire tiens, on va les former, on va les éduquer, ils vont se dire tiens, environnement à fond. Je pense qu'il y a le point, en fin de compte, c'est comme c'est des systèmes complets qui sont imbriqués, il faut qu'on arrive à trouver, et je vais switcher un peu aussi sur ta deuxième question, qu'on arrive à trouver un équilibre à la fois économique et environnemental sur des modèles qui puissent s'intégrer et préparer cette transition et accélérer cette transition des systèmes. Parce qu'aujourd'hui, je l'expliquais pour le béton fibré quand on l'a déployé, mais rien que la logique économique suffit à justifier le fait qu'on le met en place. Et par contre, ça porte un impact environnemental qui va pouvoir se mettre en place. Donc, il faut qu'on arrive à trouver des modèles pour permettre à entreprendre des modèles pour permettre à ces innovations de se mettre en place. Donc, sur ta question des modèles financiers, donc, on suit beaucoup, mais vous avez dû voir l'initiative Time for the Planet qui a été créée par un groupe d'entrepreneurs trentenaires. Je trouve ça assez remarquable ce qu'ils ont monté avec une logique quelque part, alors je ne sais plus le nom exact qu'ils ont donné, mais une logique de valorisation de l'investissement en disant ils sont en train de lever, là ils sont je crois, 1,5 million d'euros levés par des gens qui ont décidé de donner pour créer des entreprises qui vont impacter l'environnement. Et ils ont défini effectivement une métrique en disant c'est plus le retour sur investissement d'un euro investi, c'est le retour sur l'impact environnemental créé, qui est le système de valorisation des entreprises créées. Donc, je pense qu'il y a effectivement des mécanismes à trouver dans cette sphère-là d'investissement sur SAM pour arriver à faire un peu comme on l'a pour le chocolat ou les autres trucs comme ça, finalement des investissements plus durables et qu'on prenne en compte l'impact long terme créé par des initiatives, alors que ce soit des impacts sociétaux ou autres, sur les entreprises concrètes. Et ça, je pense qu'on a une génération d'entrepreneurs qui est très affûtée sur ce domaine. Je suis assez confiant sur le fait qu'on pousse ces modèles-là et qu'ils arrivent à générer, à créer de la valeur. Donc, on a, quelque part, c'est un peu des métriques qu'on a aujourd'hui dans l'entrepreneuriat social, puisque l'entrepreneuriat social a vraiment cette façon de calculer l'impact social et sociétal avant l'impact économique. Et je pense qu'on a effectivement une vérité certainement entre ces deux valeurs-là pour valoriser la valeur d'une entreprise. Parce que quelque part, en termes de valeur, le fait qu'elle produise non durablement, ça risque de l'impacter de toute façon dans son train de vie. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va, dans ses gènes, se concevoir que sur un modèle purement économique et qui va quelque part dégrader socialement ou sociétalement son environnement, à terme, va devoir le payer, donc va perdre de la valeur. Donc, il y a effectivement une logique à créer des objets autour de ça. Il y a plein de gens intelligents pour les créer. Donc, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'ils émergent. Ils commencent déjà à émerger, mais qu'ils émergent de plus en plus. Finalement, Jacques, tu évoques l'importance de mettre en œuvre des dynamiques qui mettent en mouvement les acteurs économiques et une véritable volonté de transformation des manières d'acheter et de produire. Et Daniel est surtout sur le comment gérer moins de ressources et mieux gérer aussi les ressources. Est-ce que finalement, ces deux sujets
ne doivent pas arriver en même temps pour éviter des blocages face à des freins, parce que s'il y a des mesures qui imposent de gérer différemment les ressources sans qu'il y ait les compétences et les bonnes pratiques en face, il peut y avoir une levée de bouclier d'autant plus forte. La machine peut vite s'enrayer. Est-ce qu'il n'y a pas une synchronisation en gros, du pourquoi et du comment qui est nécessaire aujourd'hui pour que la magie puisse opérer? Oui, bien évidemment. Il faut qu'il y ait puisqu'on a perdu du temps, parce que finalement, on aurait anticipé ça depuis pas mal d'années, parce que les constats, on les connaît. Hein. La première conférence des Nations Unies, c'est 72, hein, à Stockholm, il y a presque 50 ans. Première conférence des Nations Unies sur l'enjeu environnemental. Puis il y a des rapports qui ont été faits bien avant. Si on avait anticipé ça, on aurait déjà fait les transitions. C'est-à-dire qu'on saurait produire autrement. Et comme le dit très bien Navi Radjo dans son livre, il y a des pays, notamment l'Inde, qui ont déjà, depuis très longtemps, et parce qu'ils sont contraints compte tenu de leur développement, dans des systèmes JUGAD, dans des systèmes agiles, etc., et qui économisent la ressource et qui sont malins et intelligents. On aurait dû le faire. Bon, ok, c'est pas fait, on est encore loin du but, donc il faut faire tout en même temps. Donc et vite et de manière accélérée, parce que c'est bien que aujourd'hui on n'a plus le temps, ni sur le climat, ni sur la perte de biodiversité. Je vous rappelle par exemple, 60% des vertébrés aujourd'hui il y a une chute considérable de la biodiversité des vertébrés depuis les années 70 qui est alarmante. Je veux dire, les constats scientifiques sur la biodiversité ou sur le climat sont les mêmes. Donc là, il n'y a plus le temps. Donc il faut mettre tous les moyens, les ressources politiques, publiques, citoyennes. Bon, la Convention citoyenne pour le climat, c'est intéressant puisque ce jour, le président de la République, Emmanuel Macron, va passer quelques heures avec les citoyens sur ces enjeux-là. Les citoyens, mais les entreprises ont un rôle à jouer. Les entreprises ne devant pas attendre les injonctions du politique, parce que c'est de leur survie qu'il en dépend, parce que si ce n'est pas les politiques et si ce n'est pas les règles qui vont les contraindre, ce seront éventuellement les financiers à plus ou moins grande échelle et à plus ou moins grande dimension, mais en tout cas, à un moment donné, il commence à se réveiller, ou le consommateur final, parce qu'à un moment donné, le consommateur final ou l'acheteur final détient avec son pouvoir d'achat la clé et la solution. Donc oui, il faut mener tout ça de front, produire mieux, avec moins de ressources, de manière la moins impactante. Il faut mettre en place des indicateurs, parce que si on n'évalue pas correctement les impacts sociaux et environnementaux de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on produit, que ce soit une route ou un téléphone portable, eh bien, on n'a pas de jugement. Regardez le succès de Yuka, il est intéressant parce qu'il nous donne une information en tant que consommateur immédiatement sur, on peut critiquer l'algorithme, etc., mais sur une certaine qualité alimentaire ou qualité du produit ou de la cosmétique qui est achetée par le consommateur. On peut demain avoir le même type d'information sur tout produit ou service. Donc voilà, je pense qu'il y a une accélération. Il faut que dans les 5 ans qui viennent, on passe très très vite et très très fort à une économie régénérative. Je n'ai pas encore employé ce mot-là, mais pour nous, elle est extrêmement importante. Ce mot et ce terme sera très important dans les années à venir. Il ne faut pas simplement qu'on soit dans une économie de compensation, mais dans une économie de régénération des ressources, qu'elles soient humaines, sociale et écologique et environnementale. Oui, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que toi qui es multi-entrepreneur et qui a monté plusieurs startups, qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à un jeune entrepreneur aujourd'hui de lancer et sur quel registre à la fois, quel secteur, et quelle posture face au sujet qu'on a abordé déjà depuis quasiment 1 heure. Voilà, quel conseil pour un jeune entrepreneur d'avenir, j'espère, en tout cas d'avenir au sens de ce que nous on met dedans. Bon, je n'ai pas de tuyau pour dire cette filière va être porteuse ou pas, etc. Le premier conseil, ça illustrait un peu les messages. Je pense qu'il faut qu'on rentre dans le détail très localement des décisions qui sont prises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte, y compris sur les réglementations qui ont pu être mises en place, etc., que
finalement, dès qu'on est au moment de la mise en œuvre, c'est là où, quelque part, les fantômes réapparaissent et donc bloquent, je dirais, les impacts imaginés en amont. Donc, pour moi, en tout cas, un entrepreneur qui veut être acteur du changement, qui veut avoir de l'impact, il doit vraiment réfléchir très, très localement sur des problématiques qu'il souhaite adresser et se dire comment je permets pragmatiquement à une organisation, une entreprise de générer un impact. Donc, la première chose qui est importante, c'est de trouver, un peu comme j'expliquais sur le béton ou sur de manière, c'est de trouver une façon à ce que l'impact environnemental versus ou sociétal qui veut porter versus l'économie qu'il apporte soit capable de gérer la transition. C'est-à-dire s'il vient avec un modèle un peu Big Bang, je présente le modèle de demain et qu'il ne prévoit pas son modèle de transition, le problème, c'est que personne n'achètera. Alors, je suis désolé, Jacques, hein, je suis peut-être hyper terre à terre sur le truc. J'adore, moi, l'idée de. Enfin, je suis convaincu de l'urgence et du fait qu'on est très en retard et qu'on aurait dû avant, etc. sur le truc. La seule chose, c'est que je regarde, parce qu'on a accompagné 300 projets des organisations dans tous les sens, je regarde au quotidien ce qu'on est réellement en capacité de faire et de transformer aujourd'hui et comment on fait pour amener le grand pas. Parce que le coup de dire tout le monde pose son crayon et on reconstruit la société sur un truc, je pense que ça ne se fera pas d'un coup comme ça. Pour moi, un entrepreneur, un acteur du changement qui a envie d'entreprendre aujourd'hui d'amener un développement, il doit réfléchir à un modèle de transition, donc un modèle qui permet de conjuguer l'économie du monde actuel et qui a l'impact quelque part du monde de demain. Et il doit avoir un modèle qui va pouvoir fluctuer et échanger dans le temps. Le véhicule qu'il va emprunter, que ce soit la création d'une entreprise ou la création d'une association, on développe aussi des assos ou des axes sur des changements qu'on portait. Lui peut se définir dans le temps, c'est-à-dire qu'il peut démarrer sur un modèle par exemple, d'entreprise, et puis shifter sur un modèle hybride avec une partie associative, une partie. Et donc, il a en fin de compte une intelligence économique des véhicules à emprunter qui peuvent le mieux correspondre à l'objectif qu'il va avoir. L'avantage qu'il a, et donc par rapport à ce que mentionnait Jacques tout à l'heure, c'est qu'on vit une phase, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire de l'innovation, en fin de compte, on vit une phase de transition comme on a vécu des phases de transition à la Renaissance ou à d'autres époques, où il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, des modèles qui arrivent à bout de course, finalement, qui ne fonctionnent plus, etc. Et puis beaucoup de choses qui sont en train de se créer sur un truc. Donc, dans ces phases de transition, c'est des phases à la fois qui peuvent être anxiogènes parce qu'on se dit, non, finalement, tout a l'air fermé, les gens ont peur, les gens ferment leur budget, les gens restreignent les trucs. Et en même temps, de l'autre côté, il y a des gens qui réinventent et qui remettent en place plein de nouveaux systèmes, de nouveaux modèles qui se développent. Pour moi, un entrepreneur d'avenir qui a envie d'y aller, je pense que c'est une période rêvée. Alors, à la fois, qui peut être effrayante par rapport aux risques qu'on prend parce que les gens peuvent être perdus sur la façon de faire, mais en même temps couvre une fenêtre d'opportunité quasiment dans tous les secteurs pour des entrepreneurs pour réaliser. S'ils veulent optimiser leur impact, Jacques, pour cibler les domaines dans lesquels ils veulent aller, c'est pas très compliqué. Il suffit de lister tous les secteurs qui aujourd'hui ont un impact négatif sur l'environnement et puis prendre ceux qui ont l'impact négatif le plus fort et travailler dans ces domaines-là. Là, je parlais des bétons. Les bétons de construction, voilà, je crois que c'est quasiment 7% des causes de réchauffement, etc. C'est sûr que plus on va toucher à cette partie-là, plus on va impacter. Et donc là, le fait de travailler sur le plus grand programme d'Europe en infrastructure et d'être capable de réduire son impact carbone, c'est sûr que ça produit un impact important. Après, je suis d'accord avec Jacques, on pourrait réfléchir à se dire est-ce qu'on a besoin de se déplacer, est-ce qu'on a besoin d'avions, est-ce qu'on a truc. Ça, je pense que c'est une réflexion qui va devenir
qui est fondamentale et qui doit être portée à un autre niveau hein, de décision, mais je pense qu'au quotidien, il faut qu'on soit capable d'agir là tout de suite sur des choses qui vont voilà, impacter dans la durée les générations à venir. Alors, Jacques, on a aujourd'hui beaucoup parlé de repenser les processus achats. Est-ce que, pour élargir un petit peu le sujet, au sein de la communauté des entrepreneurs d'avenir, il y a un ou deux autres leviers qui te semblent essentiels que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui comme levier de transformation? Oui, alors je ne vais pas forcément me centrer sur les achats parce que ce n'est pas forcément un point sur lequel on a beaucoup travaillé, même si, comme je vous l'ai dit et comme Daniel nous l'a dit, c'est un levier de transition et de transformation majeur, représentant 50 à 60% de son chiffre d'affaires, donc on peut avoir un impact très fort. Donc, bien évidemment, on ne peut qu'encourager tous les dirigeants et les entrepreneurs, et encore plus ceux d'une communauté comme Entrepreneurs d'avenir, à être non seulement acheteurs positifs, acheteurs d'avenir, acheteurs engagés, j'ai envie de dire, et c'est possible. Hein, je vous cite quelques organisations qui sont vraiment dans des postures. 1083, par exemple, qui est dans le textile, qui fait des jeans et qui fait des vêtements, a décidé, depuis maintenant sa création, hein, d'être vraiment à impact positif, et que ce soit sur le coton, que ce soit sur les modes de production, que ce soit sur la localisation. Ils sont vraiment dans une économie déjà régénérative, donc ils se comportent, j'ai envie de dire, de manière extrêmement vertueuse dans leur développement. Voilà. J'ai rencontré un dirigeant lors du dernier Parlement qui est espagnol, qui a une marque qui s'appelle EcoAlf. Pareil, c'est toujours dans le textile. Mais eux, ils sont sur la récupération de plastique dans les océans, notamment de fils plastique, de la pêche, qu'ils récupèrent, qu'ils retraitent et qu'ils transforment en textile, en matériaux textiles pour pouvoir en faire une collection. Donc, vous pouvez, je ne sais pas moi, aux galeries Lafayette ou je ne sais où, dans les magasins aujourd'hui, trouver des produits EcoAlf qui sont en plus très beaux, très design, parce que je pense qu'il faut que l'écologie soit belle, qu'elle soit attrayante et pas, comme il y a quelques années, un peu chiante et pas très attirante. Donc, on peut faire de très belles choses en matière recyclée, en matière récupérée, etc. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, nous, les enjeux sur lesquels on va travailler, alors pas forcément sur les achats directement, mais tout ça, c'est lié. Hein. C'est d'abord la posture des dirigeants, c'est ce que je disais tout à l'heure, Daniel, comment amener des entrepreneurs, des dirigeants à prendre conscience de plus grand qu'eux. Une chose qui est essentielle pour nous, c'est de trouver cet alignement entre ce qu'on est au plus profond de soi, et on a envie tous au plus profond de soi de restaurer les écosystèmes, d'arrêter cette perte de biodiversité, d'arrêter le réchauffement climatique. Donc pourquoi, d'une certaine manière, on laisserait ce besoin ultime et majeur à la porte de nos entreprises, et que dès qu'on pilote nos boîtes, on se transforme en pollueur sous prétexte qu'on veut rentabiliser nos boîtes, etc. Donc cet alignement, il va être vraiment indispensable. Nous, on va beaucoup travailler sur ce leadership d'avenir en forme séminaire, en forme pragmatique. On a lancé déjà des groupes de co-développement, alors pour l'instant à petite échelle, mais on va les lancer à beaucoup plus grande échelle au sein de cette communauté, des groupes de co-développement qui permettent à quelques dirigeants, à une petite cohorte de dirigeants, de travailler ensemble, de se voir régulièrement, de se faire confiance dans la bienveillance, en partant d'un socle de valeurs à peu près commun, hein, bien évidemment, et ensuite de s'aider sur nos modèles économiques, mais aussi nos modèles de transition. Donc ça, l'enjeu leadership en collectif, ça va être un enjeu majeur, et ça va jusqu'aux achats, bien évidemment. La dernière fois, j'étais interrogé par une entrepreneuse d'avenir qui est dans le secteur, qui cherchait un fournisseur cohérent par rapport à des cosmétiques, donc je les ai mis en contact. Donc on sert à ça aussi, hein, c'est de mettre en lien des entreprises qui vont bosser ensemble et qui vont du coup créer une boucle vertueuse dans leurs achats et dans leur sous-traitance. Voilà, la finance, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est un effet de levier majeur. Le Parlement des entrepreneurs d'avenir est né en 2009 en pleine crise financière. Hein. Donc de ce constat de dire que ce modèle économique financiarisé au trans, il était plus tenable, et il était même pernicieux pour l'avenir de l'économie et de la société et de la planète. Donc on va continuer. On a lancé, là il y a quelques mois, un appel pour une finance de progrès social et environnemental que je vous encourage à lire, à signer, mais ce n'est pas tellement le but, mais en tout cas au moins à lire,
et il a été conçu par une cinquantaine d'acteurs de la finance, private equity, asset manager, banque, assureurs, etc. Donc il n'est pas sorti de ma tête tout simplement, mais vraiment d'acteurs financiers. On va le prolonger par un travail en 2021, si on peut se réunir le plus vite possible sur justement l'impact. Là, on va orienter notre travail, notre mobilisation sur la finance à impact et dans sa terminologie, sa méthodologie, son cadre, qu'est-ce que financer aujourd'hui des projets impact, comment ça peut se financer, etc. Donc, comment orienter une masse financière de plus en plus forte sur des vrais projets impact. Ça peut être le Grand Paris. Si on définit qu'il y a des zones d'impact positif pour la société, pour la planète, mais ça peut aussi être un projet de l'économie sociale et solidaire ou un projet de transition énergétique à l'échelle d'un territoire ou d'un pays. Donc l'impact, il est multiple. Voilà, c'est un peu les deux gros sujets. Et puis, pardon, oui, j'ai oublié, dans le leadership, il y a aussi l'enjeu intergénérationnel. On aimerait bien que la relève, ceux qui vont prendre la tête des boîtes, ne fassent pas les mêmes erreurs qui ont pu être faites ces 40 ou 50 dernières années. Et donc, ils commencent tout de suite sur le bon pied. C'est ce que nous dit le Réveil écologique, ce mouvement étudiant qui est né il y a à peu près 2 ans maintenant, qui a écrit, qui a engagé des milliers d'étudiants sur cette voie, un peu comme Thunberg l'a fait à plus grande échelle, de dire, écoutez, nous, on a envie de travailler, on a envie de donner du sens à notre boulot, à notre futur job, et on a envie de travailler dans des entreprises qui sont cohérentes avec ces enjeux-là. Et donc, on va travailler avec eux, avec cette jeunesse qui a envie que ça bouge, et on va mélanger entreprises et jeunes pour travailler ensemble. Et ça passera aussi par les achats, qui est un levier de transition et de transformation majeur. Jacques, Daniel, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup pour tous ces échanges riches et passionnants. L'émission touche à sa fin. Restez connectés parce qu'elle sera suivie d'une séance questions-réponses pour échanger avec Daniel autour de la question de l'innovation frugale. Merci encore à vous deux. À bientôt. Merci, Mickaël.